Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, avec Tout Observe, on va vous emmener dans l'univers hospitalier pour y découvrir l'histoire d'un médecin, le docteur Jean-Philippe Herrmann, qui est chef de service au centre hospitalier régional de Namur et qui ne supportait plus de voir décéder des patients en hospitalisation générale par manque de surveillance continue. Il est où? Ah voilà, pardon. Parce que le problème, c'est la différence de réalité qui existe entre le... Désolée, mais là, il y a un petit souci. Voilà. Donc le problème, c'est la différence de réalité qui existe entre les soins intensifs, donc les unités de soins intensifs où le patient est entouré de personnel soignant, de monitoring, qui mesure en permanence ses paramètres vitaux, et les chambres d'hospitalisation classiques, qui, elles, sont dépourvues de monitoring et où le personnel soignant est réduit, puisqu'on sait que souvent les infirmières et les infirmiers sont seuls la nuit pour un service de 25 à 30 lits. Or, les services d'hospitalisation générale, ils accueillent tous les jours des patients à risque. Ce sont les patients qui quittent les soins intensifs, les patients qui reviennent de salle de réveil après une chirurgie. Ce sont les patients qui ont subi un examen invasif, qui sont sous sédatifs puissants ou en changement de traitement. Donc, vous l'aurez compris, ces patients, ils nécessitent une surveillance continue. Mais comment l'organiser en hospitalisation générale? Alors, on amène le monitoring classique dans l'hospitalisation générale. Ah non, il n'est pas adapté, il est trop onéreux, il est difficile à installer, il génère énormément de fausses alertes suite au contact avec les électrodes. L'autre possibilité, c'est entourer le patient de davantage de personnel soignant. Ça, ce n'est pas réaliste parce que la tendance, c'est justement de réduire les équipes. Donc, il faut trouver une solution pour surveiller ce patient. Non, ce n'est pas ça. Voilà, j'ai pas... Bon. Non. Voilà. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un problème anodin, parce que 34, c'est le nombre de personnes qui décèdent chaque jour en hospitalisation générale dans les hôpitaux belges par un manque de surveillance, et donc ils décèdent de manière inopinée. D'ailleurs, les hôpitaux ont mis en place des chaînes de survie intra-hospitalières, donc des équipes soignantes qui peuvent intervenir. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la détection, c'est le maillon faible. Alors, le Life Observer, la solution que nous proposons, en tant que sentinelle permanente, elle se positionne comme le premier maillon de cette chaîne de survie intra-hospitalière. Donc, cette solution de surveillance continue et sans contact du patient à risque, eh bien voilà, une démonstration simple à déplacer, simple à installer, et puis aussi très facile à utiliser. Il suffit de pousser sur un bouton et le voilà prêt à surveiller les mouvements du patient sans aucun contact et de manière continue. Alors, et en cas d'arrêt de mouvement, comme un arrêt respiratoire, il va envoyer une alarme sur le récepteur qui est porté par le personnel soignant. Grâce à ça, l'infirmière elle est rassurée parce qu'elle peut prodiguer les soins dans la chambre voisine, à l'autre bout du couloir, et voilà. Donc, s'il y a un problème, elle est immédiatement prévenue et elle peut enclencher la chaîne de survie intra-hospitalière. Alors, bon, plusieurs appareils pour un service pour surveiller plusieurs patients, mais il n'y a aucun souci parce que plusieurs appareils peuvent être gérés par un seul récepteur. Donc voilà. Voilà, vous avez vu une démonstration de comment fonctionne l'appareil lorsqu'il n'y a plus de mouvement respiratoire. Donc effectivement, l'appareil, comme vous le voyez aujourd'hui, il détecte le mouvement et donc l'arrêt du mouvement respiratoire. Et pour en arriver là aujourd'hui,
l'évolution qu'il y a eu, c'est que la technologie a d'abord été développée sous l'impulsion du docteur Herman dans son service de polysomnographie, où lui, sur 169 patients, a mis au point, avec les développeurs IT, l'algorithme qui permet de détecter un mouvement aussi faible que le mouvement respiratoire. Et ensuite, sur base de cette technologie qui fonctionnait, il y a un premier modèle qui a été fait pour le montrer au marché. Et puis il y a un deuxième modèle qui a été fait, qui a servi de prototype, qui a été mis dans 5 services. Et sur base du feedback des utilisateurs, principalement du personnel soignant, aujourd'hui on en a fait des améliorations pour arriver au modèle que vous avez devant vous, qui est un modèle léger, facile à mettre en œuvre et qui est le modèle qui est actuellement commercialisé. Justement, dans notre phase de commercialisation, le déploiement qu'on a fait depuis le début de l'année, c'était de le mettre nous-mêmes dans quelques hôpitaux, d'avoir les hôpitaux de référence, que sont Iris Sud à Bruxelles, que sont Namur, que sont Saint-Jean. Et ensuite, sur cette base-là, on est très heureux d'annoncer qu'on a signé un accord avec un distributeur important qui est MSH pour la Belgique, la France et les Pays-Bas. Et notre volonté est de continuer le développement international. Et pour ce faire, on participe à un certain nombre de foires, dont Medica la semaine passée. Et on est particulièrement heureux de dire que Medica est un grand succès pour nous. Le but était de susciter l'intérêt de distributeurs étrangers et c'est ce qui s'est passé. Alors si on veut tellement aller à l'étranger, c'est effectivement qu'on croit au potentiel, qu'on voit le potentiel de ce dispositif en général. On considère qu'un tel appareil, on peut en mettre dans un service de 25-30 lits, 3, 4, 5, ce qui représente en Belgique un marché de 6 000 appareils, mais d'une façon plus parlante de 220 000 appareils en Europe et de 550 000 appareils dans les pays de l'OCDE. Et pour arriver à ce développement, au nombre d'années de développement qui ont eu lieu et au développement qu'on est en train de poursuivre, on a des partenaires fidèles, Meusinvest et le fonds d'investissement de My Micro Invest in Venture. Voilà, on les remercie pour tout ce soutien au fil des ans et effectivement tout ce qui a été discuté dans la première partie, d'avoir un vrai soutien à l'entrepreneuriat qui naissait pour ce dispositif. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de vous associer à cette aventure et de vous proposer un investissement dans un medical device, comme on appelle, un dispositif innovant médical pour un marché potentiellement international et aussi dans un marché médical où on peut sauver des vies. Voilà. Merci de votre attention et maintenant, la suite est entre vos mains et on voudra encore vous montrer l'équipe qui nous anime et voilà, on vous laisse... avec nos images. Merci Philippe, merci Isabelle. Si je récupère mon micro, c'est pas mal. Merci Philippe, merci Isabelle. Alors, je vous propose que vous vous tourniez vers le jury qui a certainement des questions à vous poser sur cet appareil extraordinaire. Messieurs du jury, est-ce que vous avez une petite question pour Isabelle et Philippe? Oui, combien ça coûte en prix de revient? Par quantité de sang? Alors, à peu près. Ça coûte très cher. C'est vendu encore plus cher. Ça s'appelle le commerce. Je t'explique. Alors, lui, comment il vient maintenant? Si vous me le permettez, je préfère parler en prix de vente. Et donc, le prix de vente qui est proposé dans les hôpitaux aujourd'hui, on est dans une gamme de 3 000 à 3 500 €, ce qui le positionne à un prix nettement inférieur à tout ce qui est les monitoring classiques, qui, eux, s'étalent de 5 à 15 000 €. Et sans dévoiler le prix de revient, vous faites à peu près quoi comme marge brute? C'est une marge brute qui est très bien, qu'elle peut payer les salaires. C'est le Suffisamment, commerce. suffisamment. Écoute, il y a quelque chose d'extraordinaire avec ce que vous avez mis au point, c'est qu'en fait, vous avez une solution plus simple, qui est plus fiable, qui fait moins de fausses alertes que l'appareil précédent. Que les appareils précédents coûtaient plus cher, beaucoup plus cher, on parle d'un ordre de grandeur en plus, et que malheureusement, puisqu'ils donnaient trop de fausses alertes, de temps en temps, on avait tendance à les éteindre, ce qui évidemment créait des catastrophes. L'intérêt de cet appareil, c'est qu'il est moins cher, et en plus, il sauve des vies. Donc c'est quand même pas mal comme solution. Moi, je trouve qu'on peut les applaudir, c'est pas courant de réussir à faire moins cher, tellement mieux. Voilà. Hein? Et puis, je voudrais remercier José de faire cette introduction, parce qu'effectivement, au niveau de fiabilité, les monitorings classiques font quelques fausses alertes par heure.
à Par l'heure. heure. Alors Par vous imaginez, heure. quand vous êtes l'infirmier dans le service, vous avez 30 malades et que chaque truc fait plusieurs fausses alertes par heure, ça veut dire que c'est plusieurs alertes par minute. C'est ça la réalité. Tout à fait. Voilà, dans certains hôpitaux. Exceptionnel cet appareil. Voilà. Je me demande si je vais pas en prendre un à la maison pour mettre au-dessus du lit de mon bébé, moi, franchement. Hein. Ouais, ça, c'est une Même si ça coûte possibilité. cher. Voilà. Eh bien justement, ça c'était une très bonne réaction. Je te remercie. Vous parliez du milieu hospitalier, Oui. mais j'imagine que vous avez aussi pensé à la maison, l'ambulatoire, l'enfant dans son lit, la personne âgée dans les homes ou à la maison. Oui. Alors ça c'est un marché qui est, à mon avis, probablement encore plus important. Et est-ce que vous avez abordé les assurances, le monde des assurances, et proposé, ou des mutuelles, et proposé ce medical device, qui est, j'imagine, de type non-invasif, probablement. Voilà. Exactement, hein, non-invasif, c'est un dispositif de classe 1. Et donc, c'est formidable parce qu'effectivement, vous brossez là tout l'avenir de la société, puisque avec ces différents publics cibles. Mais c'était vraiment important pour nous de le valider en milieu hospitalier, qu'il y fasse ses preuves, et puis alors là, de pouvoir l'étendre à d'autres publics, et en particulier dans la prévention de la mort subite et inattendue du nourrisson. Très bien. Donc, vous avez pensé à presque tout. Mais alors, tu as raison quand même. J'aime bien le presque, parce que c'est le presque qui nous intéresse. Il faut François. quand même, parce qu'ici vous avez affaire à des investisseurs, Oui. et vous devez quand même parler de marge. Alors même si Non, vous ne non, pouvez pas non, non, non. dévoiler, bon, vous achetez vos matières premières, etc. Mais quelle est la rentabilité de ce projet? Qu'est-ce que vous attendez alors comme rentabilité et sur quel volume? C'est dit joliment. Ou ailleurs. Effectivement, la volonté de notre part est d'en avoir fait un appareil qui soit, comme José le disait, attractif, très fiable, moins cher que la concurrence. Et donc, on est dans un modèle où ce qu'on souhaite, c'est effectivement le développement sur la quantité de l'appareil. On ne va pas gagner notre vie sur chacun des appareils, mais on en veut le développement. Aujourd'hui, on parle d'une société où on est à l'équilibre sur 50 appareils par mois. Quand je dis 50 appareils par mois, pour donner un ordre de grandeur, un délégué commercial dans le monde de l'hôpital, il va visiter entre 5 et 8 hôpitaux par semaine, même 5 et 8 hôpitaux par semaine. S'il vend dans chaque hôpital même ne fût-ce que 5 lommes, ce qui est peu puisqu'on parlait de 3, 4, 5 lommes par service, eh bien il arrive facilement à en vendre 10 par semaine, 40 par mois. Et nous, on parle d'un équilibre à 50 lommes par mois, alors qu'un commercial peut arriver à en vendre 40 à lui tout seul. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle la rentabilité peut être atteinte. Très bien, mais avez-vous vraiment insisté auprès des mutuelles, des assurances, parce que c'est là que vous allez pouvoir gagner en rentabilité et de manière beaucoup plus rapide? Pas encore, mais bientôt. Voilà, c'est formidable, José. Hein. C'est tout à fait cette réponse-là, parce que effectivement, mais avant de pouvoir intéresser ces structures-là, il faut d'abord qu'elles aient confiance dans l'appareil, qu'il ait fait ses preuves et qu'on puisse amener des résultats. Et alors, comme nos membres du jury attirent l'attention sur le fait que cet appareil moderne et contemporain, on dirait un Apple, franchement. Hein. Quand tu vois l'apparence, quand la majorité des trucs en milieu hospitalier, je trouve ce truc a de la gueule, pour être franc. Okay, le design est sympa. Donc, on va vouloir en acheter à la maison. Alors, quand on achète des appareils comme ça à la maison, on aime bien les acquérir en payant plusieurs fois. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre contact avec une banque qui pourrait, par exemple, proposer aux hôpitaux ou aux clients potentiels d'acquérir l'appareil sur plusieurs mois, sur plusieurs années, le leaser le service, et donc avoir à ce moment-là un revenu répétitif plutôt que juste un revenu à la vente de chaque appareil? José, on peut ajouter la location aussi. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, c'est ça qui est dans les cartons pour le futur. C'est effectivement de se dire que dans le monde domicile, dans tout ce qui est home care, peut-être que les personnes n'auront pas envie de l'acheter parce qu'ils en ont besoin pour une période limitée et qu'à ce moment-là, on aura beaucoup plus intérêt à se tourner vers tout ce qui est les entreprises qui louent le matériel médical pour le monde à domicile. Oui, par exemple, dans le cas de la mort subite du nourrisson, avoir un appareil similaire à celui-ci, mais adapté évidemment en taille, parce que si vous avez un nourrisson qui est grand comme ça, c'est déjà plus tout à fait un nourrisson, hein, tu vois. Donc, mais qui soit adapté et qu'on puisse louer pour quoi, un an et demi, 2 ans, la période que dure
le risque de mort subite du nourrisson. Oui. Voilà. Ben, Absolument. tout est dit dans ces phrases-là pour la mort subite C'est du une nourrisson. question, Oui, c'est effectivement ça. La technologie est parfaite pour surveiller les nourrissons. La seule chose qu'on doit adapter, c'est le design, la forme pour l'adapter à la taille des bébés d'enfants et à toutes les positions que les bébés peuvent occuper dans un lit. Et Ah une oui, ils fois sont que c'est ça- créatifs pour ça. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça demande comment ils dorment parfois. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la réflexion de s'adapter à toutes les positions qu'il peut prendre. L'adulte est facile, il reste dans son lit plus ou moins dans la même position. Et effectivement, à partir de là, de trouver le modèle où on puisse le proposer aux familles pour 1 an, parce que c'est effectivement les 12-14 premiers mois qui sont la période à risque. Ouais, comme Merci vous le disiez, M. Fournieri, comme d'autres dispositifs médicaux, ces systèmes-là existent et il n'y a pas de raison que l'homme n'enclenche pas le pas. Eh bien, je crois que vous allez avoir du succès. Est-ce Merci. que je peux demander si nous avons des questions online? Oui. Je t'écoute. Euh, J'espère que ce n'est pas une question sur le prix de revient et les Non, non. coûts. Parce que celle-là, on a du mal. donc, on a une question via SMS. Y a-t-il un ou des brevets pour protéger ce bel appareil? Oui, ça a été une de nos premières préoccupations à la propriété intellectuelle. Donc voilà, on a un partenariat avec un bureau réputé pour le dépôt de brevets. Et donc, il y a déjà un brevet qui a été déposé Oui, tout maintenant. à fait, bien Donc, sûr. il est Et déjà au niveau- tout à fait protégé. Il a été délivré au niveau belge et il est déposé au niveau international. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Une question de Gilles. Pourquoi une seconde campagne? Pourquoi une seconde crowdfunding. campagne de crowdfunding? Bonne Pour question. grandir, justement, c'est ce qu'on disait, les entreprises, il y a plusieurs étapes, il y a des embûches sur le parcours des entreprises. Alors, nous, on se développe progressivement et donc on a d'abord démarré avec une première augmentation de capital et puis une seconde qui permet à l'entreprise d'évoluer au projet de se perfectionner et à une équipe de grandir. En fait, avec la première augmentation de capital, si ma mémoire est bonne, vous avez réalisé le proof of concept de l'appareil Exactement. en milieu hospitalier. C'était un appareil qui était beaucoup moins joli, qui était vraiment fait pour être un prototype, une expérimentation. Oui. Et donc, vous êtes passé de l'idée à la première réalisation. Et maintenant, avec cette deuxième augmentation de capital, vous allez passer du prototype à la réalisation industrielle. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et donc l'augmentation de capital avec Meusa Invest et My Macro Invest in Venture a été réalisée. Et ici, on avait l'envie de continuer à vous associer dans le projet et de continuer à vous avoir partie prenante dans le soutien à l'entreprise. Et puis aussi, à travers le crowdfunding, c'est ça qui vraiment toujours nous a motivés, c'est ce contact direct avec les citoyens, parce qu'on est persuadés qu'ils vont être les meilleurs ambassadeurs de nos projets, de nos produits. Et donc, c'est ça, c'est vous associer. Pour nous, c'était vraiment important. Merci Isabelle, merci Philippe. Haroun, est-ce que tu as encore des questions? Oui, j'ai encore une dernière question. S'il y en a, quels sont vos concurrents en Belgique et en Europe? Alors au niveau concurrence directe, nous n'en avons pas. Et je peux le dire sereinement, donc dans le sens il n'y a aucune autre société qui fait de la détection sans contact par infrarouge. Et ce matin, j'étais encore chez notre distributeur en Belgique qui avait fait le tour de tout le salon Medica pour étudier le marché et s'assurer de quels étaient les concurrents et qui me redisait mais je n'ai rien vu d'équivalent. Donc on est uniquement dans la concurrence indirecte, les monitoring classiques, certaines personnes qui font de la détection par plaque sensible mais avec un monitoring très lourd ou alors ne rien faire. Et donc les plaques sensibles avec le monitoring très lourd, c'est très cher. Oui, C'est plus cher que nous. Pour donner une idée, donc la plaque est vendue, donc nous sommes à 3 000 €, la plaque est vendue à 6 500 €. Et en plus de la plaque, il faut faire une salle de contrôle, des écrans, un monitoring permanent, une personne qui reste tout le temps dans la salle. Donc voilà, on parle d'un budget qui est nettement 6-7 fois supérieur. Eh bien voilà, merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir très fort. Merci. Ils ont été très courageux de répondre aux questions des membres du Merci, jury. José. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Philippe. Merci.